Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 décembre. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler avec Marie sur ce plateau. Tadam! Des légumes d'hiver. Eh oui, l'hiver arrive à grands pas. Il est bien installé dans notre région. C'est l'occasion donc de parler des légumes et aussi des fruits d'hiver. Vous allez apprendre à les cuisiner différemment et vous allez voir que tout est une question finalement d'organisation. Ensuite, eh bien, on ira se promener du côté de la psychologie. Comment gérer les colères des enfants notamment. Comment essayer de mieux comprendre pourquoi ils nous font des colères. On développera aussi pour les adultes, bien évidemment. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis on terminera avec une petite promenade du côté de Saumon. Saumon, c'est près de la Capelle. Et là-bas, il y a quoi? Il y a des mini-lamas, les alpagas. Et ces alpagas, en ce moment, ils sont heureux comme tout parce qu'il fait froid. Et eux, ils ont bien chaud. On ira les découvrir tout à l'heure à la fin de cette émission. La caméra extérieure aujourd'hui, on est à Comines-Warneton. Et à Comines-Warneton, figurez-vous qu'il y a un musée de la rubannerie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Gontran qui nous le fait visiter. Bonjour Gontran. Bonjour à tous, aujourd'hui vous voyez il y a les drapeaux, nous sommes pile sur la frontière belgo-française, nous sommes à Comines, alors Comines-Warneton, on est sur la partie belge des communes de Comines. Et pourquoi on est là? Parce qu'on est venu vous faire visiter un musée qui est derrière ces murs, le musée de la rubannerie. Le ruban à la cominoise, c'est une tradition historique qui remonte au XVIIe siècle, une tradition qu'ici on a décidé de mettre en valeur, de faire redécouvrir grâce à une magnifique collection d'une quarantaine de machines, la plupart étant fonctionnelles. Il y en a, la plupart sont originales, certaines sont des reproductions, mais dans tous les cas, elles vous invitent dans un grand voyage d'histoire et de patrimoine. Regardez, rien que celle-ci, magnifique, une reproduction d'une machine de la fin du XVIIe siècle, parce que c'est comme ça qu'on réalisait les rubans à l'époque, à la main. Voilà, magnifique émission qu'on vous propose aujourd'hui. Alors je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup Gontran, très beau programme. On se retrouve dans un instant bien sûr au cœur de ce musée donc de la rubannerie, vous l'avez vu, avec Gontran. Anne-Sophie est là. Ça va vous plaire cette émission, la rubannerie, vous allez voir, on va trouver plein de choses qui vont vous plaire là-bas, je suppose. On va découvrir plein de choses, je n'en doute pas. Et puis en plus, connaissant bien Gontran, je sais qu'il va trouver la petite chose qu'il ne faut pas louper, ça c'est sûr. Est-ce que vous voulez de l'amour ce matin, Thibaut? Oui, de l'amour, beaucoup d'amour, que de l'amour. Exactement. Eh bien, ça va être le thème des premières photos de l'émission, l'amour partagé avec celles et ceux qui vivent à côté de nous au quotidien. Je parle bien sûr de nos animaux. Voici les photos de vos animaux. J'allais dire les téléspectateurs, mais non. Mais là, ce sont les téléspectateurs qui nous ont envoyé des photos de leurs petites bébêtes qui les accompagnent au quotidien et pour lesquelles ils éprouvent beaucoup d'amour. On va commencer avec la photo de Catherine qui nous a envoyé ses deux toutous. Alors, il y en a une des deux, c'est Osia. Elle est encore un peu craintive, hein, c'est la petite dernière. Mais regardez, elles sont chaudement installées dans le canapé. On continue avec Maxwell qui nous dit « En toute confiance, il n'y a pas d'amour plus sincère qu'avec mon toutou. » Oh bon, oui, là, c'est le gros câlin avec son animal préféré. Et puis, une petite photo un peu particulière. Regardez comme elle est mignonne. C'est Olympe. C'est bien le petit chat de notre expatrié, vous savez, Frédéric. Au Japon? Qui prépare son retour. Ah non, oui, d'accord. Je ne sais jamais dans quel coin de France, mais c'est du côté de l'Aveyron. Enfin voilà, c'est Vaucluse, je crois. Vaucluse, ouais. Voilà, expatrié dans le Vaucluse, voilà, qui prépare tout doucement, mais sûrement son retour en Picardie. Il ne faudra pas oublier d'emmener toutes les bébêtes, hein, Fred, parce qu'ils ont pas mal d'animaux de compagnie. Donc, merci pour toutes ces photos. De l'amour. Effectivement. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'on est toujours dans notre concours du pull moche, si vous en avez, qui pourrait potentiellement m'aller. Envoyez, je le mets, on vous le renvoie bien évidemment et je fais la dernière semaine de la matinale avant Noël avec ces fameux pulls moches. N'hésitez pas en tout cas à communiquer avec nous, 9h50 hdf@francetv.fr. Merci Anne-Sophie, on va retrouver tout de suite Gontran. Il est où? À Comines. En ruban-et-moi. Warneton, il est au cœur du musée de la rubannerie. Elle est folle, elle est complètement folle. Oui, rebonjour Thibaut, rebonjour à tous. Vous voyez à l'image des fils, du tissu, du ruban. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes donc au musée de la rubannerie cominoise à Comines-Warneton en Belgique. On n'est pas très loin de Lille, hein. On est allé à quoi, 15-20 km de Lille.
On n'est pas très loin. Avec moi, Olivier Klinkmailly, le directeur de ce musée. Tisserand aujourd'hui. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Oui. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, ça, c'est l'origine du tissage. Ça se faisait à la main comme ça. Voilà, absolument. C'est un simple croisement de fils qui se faisait depuis des temps immémoriaux. Et puis, on a ce métier à tisser là qui est une réplique du métier qu'on a connu, nous, dès le XIIe siècle à Comines. Alors, vous avez... allez, je vous laisse vous sortir de votre tabouret sans tomber. Vous avez des répliques, mais vous avez aussi beaucoup de machines originales. Oui, bien sûr. Combien de machines? Une quarantaine de machines? Une quarantaine de machines, oui. Donc, à part les 2 premiers qui sont des répliques, les autres machines sont toutes des originales et elles fonctionnent toutes. Et elles ont toutes servi, à une époque ou à une autre, à tisser des rubans. Absolument. Alors, évidemment, c'est toujours quand on en veut qu'on n'en trouve pas. Là, on a des fils. Si, on est déjà dans du ruban. Non, là on est dans l'âme d'un ruban. En fait. Dans l'âme d'un ruban. Oui. Question idiote, on va évacuer ça tout de suite. C'est quoi un ruban? Il y avait une définition claire du ruban. Tout à fait, elle est claire, nette et limpide. C'est une pièce de tissu qui va de quelques millimètres jusqu'à 33 cm de largeur. Au-delà, on parle d'une pièce d'étoffe. Donc l'écharpe que j'ai autour du cou, c'est un ruban? Absolument. Et puis vous employez du ruban tous les jours, sans vous en rendre compte. Tenez, regardez ceci. Avez-vous une idée de à quoi cela pourrait servir? Alors c'est une maille, alors je la touche au téléspectateur, oui. Je dis c'est un peu solide, ça semble métallique, c'est du métal. Oui, après non, je suis incapable de vous dire à quoi ça sert. Bien, c'est du cuivre étamé et c'est un ruban technique qui était employé entre la gomme et la chambre à air des pneus afin d'éviter que votre pneu ne crève dès la rencontre avec un objet contondant. Le ruban est partout, là on voit dans la même vitrine, ça brille peut-être un peu, mais les sangles, tout simplement, les sangles qu'on a pour accrocher sur sa remorque, c'est du ruban. C'est du ruban. Donc cette tradition cominoise du ruban, elle remonte à quand? Elle remonte en fait dès les débuts du tissage ici à Comines, dès la deuxième moitié du XIIe siècle. Et ce fait qu'à un moment donné, l'histoire a voulu que des concurrents introduisent une plainte. Et le roi de France à l'époque nous donne une ordonnance, c'est Charles V et puis Charles VI, qui nous dit voilà, à partir d'aujourd'hui, les Cominois, vous ne ferez plus de pièces de grande dimension. Les Cominois sont tristes, mais lui répondent que si on ne peut plus faire des pièces de grande dimension, on a une tradition, le tissu plus étroit, et c'est le ruban. Et c'est comme ça qu'on crée sa propre tradition. Absolument. Absolument. Alors on dit bien Cominois, oui, au sens large. Au sens large. C'est pas belge ou français, non, absolument. C'est Cominois. Absolument. On se rit de la frontière tout simplement parce que la ville s'est développée des 2 côtés et qu'il a fallu attendre 1713 pour qu'on nous impose une frontière qui finalement n'a pas été très respectée puisqu'on a continué à administrer la ville qui était donc à cheval sur 2 États de 1713 à 1793. Et aujourd'hui encore, cette frontière, on la passe tous les jours, mais... Bon, on ne s'en rend pas compte. Voilà, on ne la ressent pas. Ça, c'est aussi l'acquis de l'Europe. Mais absolument. Même si depuis longtemps, on la passe. Alors, on a fait un petit tour très rapide. Oui. J'ai envie de voir marcher une machine. Alors, on va le faire un peu pendant toute l'émission parce que c'est aussi le propos de ce musée. Est-ce que ça marche, ça? Oui, ça fonctionne. Je peux appuyer? Alors, je vais vous la mettre sous tension. Vous appuyez et c'est parti. Oui. Alors, là, vous pouvez nous décrire quelle est cette machine? Oui, c'est une machine qui emploie des fibres à base de cellulose pour réaliser des serre-têtes pour les sportifs. La cellulose, le bois, qui a une qualité d'absorption telle qu'on peut suer abondamment. Alors, je vais couper parce que ça fait quand même du bruit. Ah, ça fait du bruit, oui. Alors, on voit derrière beaucoup de machines en bois. Oui. Celle-ci est en métal. Là, on n'est pas au 17e. Là, c'est quoi, les années 60, 70 oui. Les années 70, c'est une période qui est à la fois majeure et triste pour le ruban. Oui, bien sûr, parce que c'est un petit peu le début de la fin. En réalité, on connaît le plein emploi textile à Comines jusqu'en 1976. À partir de ce moment-là, les crises arrivent. On a les premières délocalisations vers les pays de l'Est. Et puis, les crises liées au chômage dans les années 80 et 90. Cela dit, à la fin des années 90, un patron a eu la brillante idée de racheter 8 des 9 rubanneries cominoises. Et ces rubanneries tournent. Il s'est dit, il y a un savoir-faire. On connaît la qualité des matières qu'on emploie, ça doit être jouable. Et ça l'est, puisque aujourd'hui, 350 personnes travaillent dans les 9 rubanneries cominoises qui tournent à plein régime et qui inondent le monde entier. Et ici aussi, ça tourne à plein régime et on va vous le faire découvrir pendant toute cette émission. Allez, on va terminer avec un ruban. Ça, c'est pour les sportifs, c'est ça? Voilà, absolument. Voilà, là j'ai l'air d'un vrai sportif. Ah vous êtes prêt pour Roland Garros sans problème. Impeccable. Merci Olivier Thibault. On se retrouve dans quelques minutes. On vous l'a promis, on va faire marcher les machines.
pas celles comme ça où on appuie sur un bouton, non, des vraies machines anciennes, vous allez voir. Et ça, c'est spectaculaire. À tout de suite. Merci beaucoup Gontran, on se retrouve dans un instant, effectivement du côté du musée de la rubannerie à Comines-Warneton. Soyez les bienvenus ici, dans un instant. On va tout vous dire sur les légumes d'hiver, de la saison d'hiver, mais aussi divers et variés. Vous allez voir, les légumes du moment en tout cas à cuisiner. C'est l'occasion d'en parler avec Marie Samy. Ensuite, comment gérer les colères des enfants et peut-être aussi des adultes. On va voir, essayer d'apprendre les mots pour essayer de calmer un petit peu tout cela. Et puis on terminera avec les alpagas de la Thiérache. C'est un élevage à côté près de la Capelle, à Sommeron précisément. Vous allez voir, en ce moment, ils ont bien chaud parce qu'ils ont une grosse couverture de laine et ils ont une bouille toute mignonne, ces alpagas. On va aller les voir à la fin de cette émission. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on va parler, puisque voilà, en ce 5 décembre, c'est l'hiver qui est bien à nos portes, en tout cas en termes de climat. Et c'est l'occasion de parler des légumes d'hiver. Et ces légumes d'hiver, eh bien, ils se cuisinent justement en ce moment. Et c'est l'occasion un petit peu de se réchauffer. C'est vraiment les légumes de saison en fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent, on arrive sur l'hiver, du coup, la diversité des légumes, elle est beaucoup moins présente. Parce que l'été, il y a tout ce qui est crudité, etc. Le régime méditerranéen, tout ça. Voilà, la salade, les tomates, les crudités. Mais en fait, est-ce qu'il y a moins de légumes l'hiver que l'été? Je dirais pas forcément. C'est plus, en fait, c'est qu'on a du mal à trouver la diversité parce que les légumes d'hiver, en fait, il faut les cuisiner un peu plus. Il faut les préparer, c'est moins évident. Il faut les évident. préparer, il faut les cuisiner. Alors, on ne trouve plus vraiment de recettes, ça devient un petit peu plus long. Mais en fait, il faut juste une question d'organisation un peu plus. Préparation, mais il faut savoir, il faut aussi, quand on voit la liste là à l'écran, il faut savoir aussi quoi faire avec ça. Parce que le panais, par exemple, c'est un légume, bon, il faut quand même le travailler. Oui. Tout ce qui est salade, oseille, épinards, carottes, encore, ça peut aller. Mais le céleri, c'est pareil, il faut une certaine préparation. Et les topinambours, les légumes de la guerre, ceux-là, pareil, ils étaient démodés, ils reviennent beaucoup dans nos assiettes. Mais effectivement, il faut quand même un peu de savoir-faire. Alors, il faut un peu de savoir-faire, et puis c'est vrai que les légumes d'hiver, même s'il y en a beaucoup, en fait, ils ont des goûts un peu plus prononcés, un peu plus forts. Par exemple, tout ce qui est famille des choux, en fait. Donc après, il faut essayer justement de regarder qu'est-ce qu'on a comme légumes d'hiver, par exemple, trouver des plannings comme ça. Et puis après, regarder un peu, est-ce qu'on peut autant manger du cru que du cuit? Par exemple, se faire des salades crues, comme là, avec des bases de choux, le chou romanesco, le chou rouge avec une base de carottes. Donc, il n'y a pas que... Ça, c'est froid. Soit c'est froid, en fait, ouais. Les légumes d'hiver, on peut les consommer autant crus que cuit. Par exemple, des salades de coleslaw, du chou blanc mélangé avec des carottes. La salade d'endive, en fait, qu'on va mettre avec des petits cerneaux de noix et un petit peu de fourme d'ambert, des choses comme ça, en fait. Donc, en fait, avec là, par exemple, il y a des petits dés de jambon, des morceaux de pommes, mélanger le sucré, le salé, c'est vraiment excellent, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est en mode hiver qu'il faut manger aussi chaud. Et beaucoup se font, alors du coup, pour le coup, chaud aussi, en soupe. Le panais, on parlait du potiron aussi, le poireau. Voilà, on a le mode soupe, on a la mode vapeur, on a la mode bouillie. Dans les préparations, ou par exemple là, au niveau de la photo, sous forme de purée, les purées qui plaisent aussi en général beaucoup plus chez les enfants, les purées de carottes, les purées de choux, etc. Brocoli. Les purées de brocoli, les purées de pois cassés, les gratins aussi, il ne faut pas les oublier. En fait, un fameux gratin de chou-fleur avec nature comme ça, ou des pommes de terre, une petite béchamel ou des choses comme ça, c'est super bon aussi, en fait. Quand on n'aime pas trop les légumes, le fait d'accorder avec une petite béchamel, ça les fait manger un peu plus. Et en termes d'organisation, si on en prépare une suffisamment grande quantité, on congèle et on ressort ça une semaine après et ça fait toujours un peu de cuisine en moins. Oui, ou alors par exemple là on peut faire le pot-au-feu et après récupérer le jus, les légumes, remixer un peu tout ça et puis en faire justement de la soupe. Ou alors il nous reste de la viande de pot-au-feu, du coup on mixe, on fait un hachis parmentier. Ah oui, ça c'est bon. Voilà, en fait on va plus faire des bases de gros plats un peu bouillis et après on peut récupérer davantage en fait. Donc il y a quand même une grande diversité. Après il faut essayer de cuisiner un peu plus, ça c'est sûr. En fait. Ça demande un peu plus d'organisation. Alors il y a les légumes d'hiver, mais il y a aussi les fruits d'hiver. Lesquels par exemple? On va avoir une liste sûrement. Alors, sur les bases des fruits en général, il y a aussi beaucoup les agrumes, en fait. Donc, la saison, il faut faire aussi le plein de vitamines, de minéraux, parce que c'est là aussi on est un peu plus malade. Et du coup, on retrouve les oranges, il y a les citrons aussi, il y a les bases de pamplemousse. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce cocktail de vitamines. Après, on a encore les pommes, les poires qui sont encore là aussi. L'aspect des bananes, mais c'est surtout les agrumes sur lesquels on va opter. Donc après, on peut faire les manger comme ça. Les fruits chauds. Alors, fruits chauds, ça sera de la compote. La pomme au four, la compote, un petit crumble, des clafoutis en termes de gâteau. Bien sûr, il ne faut pas en manger tous les jours. Mais la fameuse compote avec de la cannelle ou des choses comme ça, c'est très très bon en fait. Même les enfants, ils vont en manger davantage.
Après, en aspect de cru, on peut faire aussi des salades de fruits ou des choses comme ça, en fait. Avec les légumes, les fruits. les fruits d'hiver. Tout ça, on a bien compris, donc ça demande simplement un petit peu plus d'organisation, que ce soit les fruits ou les légumes, mais c'est important de ne pas les écarter de notre alimentation pendant la saison hivernale. Hein. Voilà, alors surtout pas parce que pendant la saison hivernale, c'est là où on est plus sujet à être un petit peu plus malade et à être fatigué aussi par rapport au fait que justement il y ait moins de taux d'ensoleillement. Donc le fait de manger des fruits et légumes, on a aussi l'aspect des vitamines et des minéraux. Après, il faut savoir qu'il faut alterner entre le cru et le cuit parce qu'en fait, à la cuisson, les vitamines ils vont aussi un petit peu disparaître en fait. Donc c'est vrai qu'il faut alterner cru et cuit dans l'aspect de la consommation au quotidien. Je reviens avec la question des soupes. Il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas mixer la soupe avec les petits morceaux de légumes qui restent dans l'assiette, et ceux qui disent non, au contraire, il faut mixer et faire presque un velouté, quoi. Est-ce qu'il y a une Alors, dans l'aspect mixé, non mixé, c'est une question de goût. Après, la raison, je dirais, pour un système, pour l'aspect digestif, en fait, vaut mieux ne pas mixer. Parce qu'en fait, si on prend de la soupe qui est mixée, quand on prend ça en aval, ça arrive au niveau digestif, ça reste pas en fait, parce que les fibres alimentaires, elles sont mixées, donc ça passe plus vite en digestion. Ah oui. Que si les légumes, ils sont pas encore broyés en fait du coup, l'aspect au niveau digestif, ça va maintenir plus longtemps et ça va me demander plus de temps la digestion. Ah oui. Donc, vaut mieux une soupe avec un peu de morceaux, des bouillons de légumes avec des petits morceaux à l'intérieur. Bon, c'est excellent en fait, plutôt que mixer. Après, il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas avoir des petits morceaux. Les enfants, vaut mieux mixer parce qu'ils n'aiment pas les petits morceaux, etc. D'accord. C'est une question de goût en fait. C'est une question de goût. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils. Les légumes d'hiver, donc, c'est le moment bien évidemment, mais ça demande juste un tout petit peu d'organisation. N'est-ce pas Anso? C'est pas vous qui allez me contredire sur ce sujet. Ah bah non, regardez, moi hier soir j'ai fait de la soupe, j'en ai fait une non mixée et une mixée. Vous voyez, comme ça, celle mixée c'est pour ce soir, la non mixée c'était pour hier soir. Donc j'alterne, je suis les conseils de Marie. Voilà, ce soir la mixée, ça sera en entrée. Alors nous avons Véronique qui a tenu à réagir sur les légumes d'hiver. Elle dit le panais c'est bon, il a un goût de carotte je trouve, et le topinambour, super légumes d'hiver aussi. Ah oui. Ce qu'elle apprécie aussi, comme elle nous dit, ce sont quasiment pour beaucoup, que des légumes racines qui sont quasi tous cultivés dans la région. Un bonheur pour les papilles, ces enfants en raffolent. C'est vrai que beaucoup de légumes d'hiver sont cultivés dans notre région. Ça, c'est bien aussi. Le chicon, la betterave, tout ça. Après, c'est là où au final, on revient de plus en plus aux légumes des producteurs, etc. Donc c'est vrai que maintenant, il existe beaucoup des petits paniers, des AMAP ou des choses comme ça. Et on va redécouvrir des légumes qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas cuisiné. En fait, comme moi, je me souviens l'année dernière, j'ai découvert les racines de persil. Ça fait comme du panais, en fait. C'est grand comme ça. Ah oui. C'est à peu près le même goût que le panais, avec un arrière-goût un petit peu de persil. Et c'est vraiment très très bon. Et ça se cuisine comme le panais. D'accord. Donc, ça va pas être mal, ça. Bon à savoir. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Oui, on ne sait pas tout. Bon, j'ai encore quelques réactions. Celle de Denis qui nous dit que pour lui, le plus dur en hiver, ce sont les fruits, parce que c'est un fanat de fruits. Alors, il dit oui, ok Marie, il y a les poires, les pommes, les agrumes, mais j'attends quand même le retour des beaux jours avec impatience. Et à l'inverse, Jeanne se régale avec les kiwis, bananes et agrumes qui arrivent sur les étals. Elle dit les clémentines qui viennent d'une petite île qui est au sud de notre pays, tout au sud, vous voyez, avec une forme un peu comme ça. Les petites clémentines corses sont géniales, très gustatives. Bref, voilà, bon, allez, chaque saison, il y a ses fruits, ses légumes. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il faut composer avec les produits de saison dans notre cuisine. C'est une bonne démarche. Exactement. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie pour ces réactions. Peut-être une petite photo avant de retrouver le musée de la rubannerie. Ah bah écoutez, regardez, souvenir d'un beau dimanche du mois de novembre. Ludovic, fidèle téléspectateur de 9h50 le matin, faisait du char à cerf-volant et il en a profité pour faire quelques clichés. Regardez, le ciel était super bleu, il a eu raison. Merci Ludovic d'avoir partagé ce souvenir avec nous. Merci beaucoup Ludovic qui nous suit souvent dans cette émission. N'hésitez pas comme lui à nous envoyer toutes vos photos. Merci Marie d'avoir été avec nous ce matin. On file retrouver Gontran. Il est au cœur du musée de la rubannerie à Comines, Warneton. Voilà Thibaut, je vous l'avais promis, on fait marcher les machines. On est toujours au musée de la rubannerie ici à Comines, Warneton en Belgique, toujours en compagnie du directeur Olivier Klinkmailly, qui fait fonctionner une belle dame, une vieille dame,
Elle a quel âge? Elle a pratiquement 150 ans, un peu Absolument. plus même, 100... Oui, un peu plus. 170, on va dire presque. Oui. Mais ça va. Elle date d'après 1850, mais elle se porte bien. Elle tourne comme une, Oui. comme une jeune fille. Alors, cette machine, c'est ça qu'on avait ici à Comines à l'époque pour faire les rubans. Hein. On rappelle, les rubans, on ne le dira jamais assez. Ce sont des étoffes de tissu qui font entre le plus serré, le plus petit, c'est combien? Quelques millimètres, tout simplement. Quelques millimètres jusqu'à 33 cm. Alors, ici, c'est une machine un peu spécifique parce qu'elle réalise des motifs jacquard. Absolument. C'est quoi, Olivier, un motif jacquard? Alors, pour faire très simple, c'est simplement le fait de pouvoir broder un motif sur une toile de fond. Comme quand on fait de la broderie, tout simplement. Il faut pouvoir être tout à fait autonome avec les fils pour pouvoir fonctionner. Alors, cette machine aujourd'hui, évidemment, elle fonctionne grâce à l'énergie électrique. Hein. Oui, bien sûr. Ça serait compliqué, mais à l'époque, c'était quoi pour faire tourner? Alors, on avait d'immenses chaudières qui mettaient en branle des arbres de transmission et via des poulies, les métiers pouvaient être mis en fonction. Alors, là, vous la faites marcher, oui. Mais c'est pas l'homme qui fait tourner la navette. Non, bien entendu. Du coup, comment, il n'y a pas d'ordinateur, comment ça fonctionne? Comment la machine sait qu'elle doit réaliser un motif? On va le voir, regardez, je le montre rapidement. Un motif qui est extrêmement précis. Comment elle sait, la machine? Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite, parce que c'est pas très compliqué. En Alors réalité, là, vous l'avez arrêtée. Là, on l'a arrêtée pile poil, parce qu'il faut qu'elle soit arrêtée en position haute, du fait de son inertie, que la navette soit déjà engagée pour pouvoir reprendre le tissage, sinon elle travaille en carence et il arrive ce type de problème-là, où au lieu de passer en blanc, elle passe en bleu. C'est ça, il fallait l'arrêter pile au bon moment, voilà. Sinon, sinon bah voilà, ça fait ce trait bleu qui est évidemment pas souhaité. Et au pire, on peut avoir aussi tous les fils qui sont arrachés, et là, il faut tout remettre en branle, ce qui prend un temps fou. Un mois et demi, on va dire. Combien? Un mois et demi, si on veut, ouais, donc selon le nombre de fils. Les temps de production. Ouais. Donc je vous demandais comment ça marche, et ça marche avec des cartons. Des cartons. Alors venez voir. Des cartons de ce type-là, puisqu'il faut pouvoir traduire toute une série d'opérations que vous avez sur la mise en carte, c'est-à-dire ce dessin que vous avez ici. C'est le même dessin qu'on a vu sur le ruban tout à l'heure. Absolument, donc on voit que la mise en carte est très grande pour un résultat final qui est plus petit. Chaque ligne correspondant à un fil de mon ruban. Et donc grâce à ce matériel qu'on appelle le piano, je vais pouvoir le piano, parce qu'il a ses touches. Il a ses touches. Je crois qu'il y a un truc un peu ironique, c'est que normalement il a un vrai nom, c'est pas le piano. Ah, il a un nom un peu plus péteux, c'est la dactyliseuse ou la piqueuse à clavier. Mais on ne l'emploie pas en usine. On dit un piano. Il me disait avant l'émission, il me disait, bah, j'en ai parlé aux ouvriers, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un quelque chose. Une dactyliseuse, oui. Et quand on leur montre la photo, ils nous disent Battenpenna a appelé chat un piano comme tout le monde. Ben voilà. Eh ben oui, voilà. Et donc voilà, on va y réaliser des trous qui permettront d'entraîner l'élément sur la mécanique, et puis des trous pour pouvoir programmer le métier et aller lui chercher des navettes. Mais c'est-à-dire que les touches, elles correspondent à quoi Alors, elles correspondent, par exemple, si je prends cette ligne-ci, elles correspondent aux couleurs qui sont représentées. Je dois lire ligne par ligne, couleur par couleur. C'est-à-dire que je vais d'abord réaliser les éléments en blanc, c'est la toile de fond, et puis je vais penser aux différents motifs. L'orange, le noir, ou le bleu, si l'on prend le costume du marmouset. Et donc, je vais devoir réaliser, en suivant la lecture de l'ensemble, toute une série de petites perforations. C'est ça, ça fonctionne comme une perforeuse de bureau. Vous le posez au bon endroit, vous appuyez avec le pied et clac, voilà. Ça perce. Et puis, il suffit ensuite de retirer le carton en prenant bien garde de ne pas le changer de position, sinon toutes les informations seraient contraires. Vous avez ici donc les trous dits de Budden qui permettent l'entraînement du carton. Au centre et sur les côtés, les trous de liaison. Ce que vous avez ici, ce sont les trous de boîte qui permettent de programmer la machine afin d'aller chercher la bonne navette. Et les éléments que vous avez là, ce sont les éléments de couleur de l'élément orange sur le dessin. Donc ça suffit à réaliser ça? Oui. Juste ce carton? Ah non, il en faut 880. 880. Regardez ce que ça donne, Gontran. Vous en avez ici un exemple. Effectivement. Alors là, vous avez par exemple la toile de fond. Là, il y a beaucoup de points, donc voilà, on comprend que c'est le blanc. C'est le blanc. Ça va être le fil blanc. On va créer la toile de fond, et puis après, il faudra inclure les éléments du motif, et vous les avez ici. Voilà, donc on a un tout petit motif, et 2-3 autres ici en orange, et puis vous avez ensuite la navette noire, et puis on revient à
la toile de fond, et ainsi de suite. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de quand ça cassait, il fallait un mois pour la réparer, mais là, juste pour programmer, parce que c'est de la programmation comme la programmation informatique, mais c'est ça, on est quasiment dans l'informatique moderne, mais à l'époque, il fallait combien de temps pour programmer cette machine du coup? Alors un bon ouvrier peut y arriver en 2-3 semaines facilement. Il faut effectivement, une fois que tout le carton a été réalisé, le coudre sur une table de couture comme vous l'avez ici. Donc on va faire en sorte que tous ces cartons puissent être reliés les uns aux autres. Une fois que les cartons sont reliés, on les pose sur la tête de mécanique du métier qui se trouve là au-dessus, qui est la tête de lecture si vous voulez. Si ça fonctionne bien, on s'empresse de faire une copie du carton avec une machine spécifique et puis on lance la production. Allez, est-ce que je peux lancer la production? Allez-y, allez-y. Alors je sais comment je tire vers vous, vers moi. De l'autre côté, vous tirez, il n'y a pas de souci. Voilà, et on termine sur cette belle image. Merci Olivier, on se retrouve dans quelques minutes, toujours ici au musée de la rubannerie cominoise, à Comines-Warneton. Et on va vous faire découvrir une autre machine qui a été même une avancée technologique à la fin de la Première Guerre mondiale. A tout de suite. Merci beaucoup Gontran, on se retrouve dans un instant pour continuer à visiter ce musée de la rubannerie à Comines-Warneton. Donc, dans le sommaire, je vous ai dit tout à l'heure que nous allions parler des colères. Eh bien, c'est le moment. Comment essayer de comprendre les colères des enfants notamment? On en parle avec Eugénie Adam, notre psy. Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Qui dit colère dit vie, voire survie. C'est un cri qui vient du cœur finalement, la colère. C'est ça, en fait, c'est une réaction émotionnelle très primitive qui nous a permis, pendant l'évolution de l'espèce humaine, de survivre aux bêtes sauvages, de nous adapter à notre environnement. Et donc, parce que c'était en faveur de la survie de l'espèce humaine, ça s'est inscrit dans notre patrimoine génétique. Aujourd'hui, on a des réactions émotionnelles comme la colère qui peuvent être très intenses, parfois démesurées, alors qu'en fait, elles appartiennent à un autre temps. Donc, c'est important de pouvoir les prendre en compte, ces réactions, les respecter. Essayer de les comprendre. Voilà, essayer de les comprendre. Exactement, surtout. pour pouvoir les gérer. Alors pour les enfants, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre les différentes colères? Parce qu'il y en a de toutes sortes. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas qu'un seul modèle de colère. Sinon, ça serait beaucoup trop simple, j'imagine. D'abord, c'est important de comprendre que le cerveau de l'enfant, il est encore en développement. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas encore gérer ses émotions et que parfois, elles sortent d'une manière disproportionnée, très, très intense. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour gérer ça? Donc il y a des décharges émotionnelles qui sont très difficiles à gérer pour l'adulte, mais surtout pour l'enfant, parce que son cerveau, il a du mal à intégrer toutes les informations. Une émotion comme la colère, c'est une réaction à une situation extérieure. Donc c'est important de savoir que l'enfant, il essaie de gérer quelque chose. Il va y avoir 2 grands modes de gestion de la colère. Ça va être soit de la contenir, c'est-à-dire une sorte d'autocensure, en fait. J'apprends à intérioriser mon émotion. C'est souvent le résultat d'une éducation assez stricte où on va un peu nier les émotions, dire, par exemple, pleurer c'est pour les faibles, pourquoi tu réagis comme ça, bon, c'est pas la peine, c'est passé, c'est pas grave, il faut pas montrer ses émotions. Tout ça, en fait, ça va envoyer des messages qui sont, bon, bah, pour bien faire, pour faire plaisir, il faut pas que je le montre. Par la suite, on va dire que c'est pas top les répercussions, parce que déjà en neurosciences, on s'est rendu compte que c'était pas bon pour le cerveau, en fait. Ça va le surstimuler, ça va stimuler une zone primitive aussi qui va faire que on accumule trop de tension. Et puis du coup, physiologiquement, on va avoir tendance à avoir souvent une accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires. Donc, pour le corps, contenir ses émotions, comme la colère surtout, c'est pas terrible. Mais si on y accorde une oreille très attentive, ça veut dire qu'à chaque fois, colère égale attention égale on essaie de trouver une solution, la colère sera donc systématique. Si jamais il obtient tout ce qu'il veut à chaque fois qu'il fait une colère, on tombe vite dans les travers. Alors, on parle pas d'obtenir tout ce qu'il veut. On parle de lui apprendre, donc deuxième option, apprendre à gérer, à reconnaître sa colère. Ça veut dire apprendre à l'enfant que ce qu'il ressent, c'est légitime. Lui apprendre à reconnaître ce qu'il est en train de ressentir. Donc déjà, les symptômes physiques, parce que toute émotion est accompagnée de symptômes physiques. Une accélération du rythme cardiaque, une sensation, tout rouge comme lui, là. Un visage, exactement, les expressions du visage. Tout ça, on va apprendre à l'enfant à déchiffrer ce qui se passe. On veut lui dire, tiens, t'es tout rouge, tu parles plus fort. Bon, alors nous, surtout, on doit rester calme dans ces moments-là. C'est-à-dire que sa colère ne doit pas nous mettre en colère. C'est sa colère, c'est son émotion. On reste calme, on lui apprend à gérer ce qu'il est en train de se passer. On lui apprend on reconnaît
qu'il est un individu et qu'il est en train de ressentir à sa manière. C'est très important dans le développement de l'estime de soi. Puis par la suite, ça va lui permettre de comprendre que ce qu'il ressent, c'est légitime, mais qu'il y a il y a d'autres manières que l'explosion de gérer ce qui lui arrive. Oui. Mais sauf qu'au moment où ça pète, pardon, mais au moment où ça craque, où tout se disloque et qu'il explose, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas le moment de dire « Oh, mais non, mais c'est... » voilà. Enfin, L'important, c'est de comprendre que c'est un apprentissage comportemental. Ça veut dire que si on va, dès le départ... Bon, on peut attraper le problème en route si on n'a pas appliqué ces règles-là depuis le début, mais si on va lui apprendre à gérer ses émotions, on va se poser, on va mettre des mots sur ce qui se passe, on va lui apprendre à respirer pour abaisser le niveau de tension physique. Progressivement, il va développer ce qu'on appelle un nouveau répertoire comportemental. Ça veut dire qu'il va apprendre à gérer d'une nouvelle manière ses émotions. C'est génial pour lui. Il ne va plus la subir. Il ne va plus la subir exactement. Et ça va lui permettre de développer une meilleure confiance en lui aussi, puisqu'il sait que quand il lui arrive quelque chose, ça a du sens, c'est parce qu'il vient de se passer quelque chose, mais qu'il a les outils pour les gérer et qu'il peut en parler. Et les émotions, il ne faut pas oublier que c'est un moyen de communiquer avec notre environnement. Tous les pays du monde, tous les individus au monde ressentent des émotions et vont les exprimer plus ou moins de la même manière. On parle bien de colère et pas de caprice, comme elle semble, montrer. Ouais, elle a l'air en colère aussi. Hein. Elle a l'air très en colère. Il y a beaucoup d'illusions aussi. C'est-à-dire que la colère permet aussi à l'enfant, puisqu'il est loin d'être bête, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en provoquant une colère, c'est son moyen d'expression finalement. C'est un moyen d'expression, mais l'enfant... Il sait gérer ça. L'enfant... Et ça met l'adulte face à ses responsabilités. Il sait pas. Si l'adulte ne sait pas gérer, comment il va faire? L'enfant, en réalité, on imagine toujours qu'il nous provoque. Ouais. C'est notre manière de lire les faits, de nous dire il fait ça contre moi. Mais en réalité, l'enfant, il est complètement égocentré. Il fait réellement ça parce qu'il lui arrive quelque chose et parce qu'on ne le comprend pas. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est qu'on ne le comprend pas. C'est qu'on va lui dire mais pourquoi tu fais ça? Donc surtout, on ne nie pas l'émotion de l'enfant. On ne lui dit pas « Oh, t'as pas le droit de pleurer, je te préviens ». On ne lui dit pas... Oui, mais sauf si on estime que c'est dans le domaine du caprice. Mais ça, c'est votre interprétation, c'est pas la sienne. Ouais. Et lui, il n'est pas vous. Et ça, c'est très difficile dans l'éducation. De comprendre que votre enfant, ça n'est pas vous, donc il ne ressent pas les choses de la même manière que vous. Quand vous dites c'est un caprice, c'est votre interprétation. D'accord. Bon, bah ça calme, ça. C'est un peu la même chose pour les adultes ou pas? C'est la même chose pour les adultes. C'est la même chose. Bien sûr, reconnaître les émotions de l'autre, c'est ça qui va permettre finalement de développer ses capacités d'empathie, bien d'être beaucoup plus dans la communication et dans la tolérance, ce qui fait vraiment pas de mal. Très bien, merci beaucoup. Merci Eugénie. On passe du smiley colère au smiley sourire. Voilà. Anne-Sophie. Anne-Sophie, voilà, non, je suis colère aussi. Elle fait la lip. Voilà. Elle fait la lip. Bonjour Eugénie, on a eu quelques petites réactions de mamans et aussi on a eu un papa qui nous a écrit ce matin. Alors, je vais commencer par les mamans, honneur aux femmes. Nous avons Émilie qui nous dit « Pour que mon petit Théo, 4 ans, ne fasse pas de crise lorsque je sors faire des courses avec lui, je lui impose mes règles avant de partir parce qu'elle a déjà vécu l'expérience de la crise dans l'hypermarché. Donc elle dit par exemple, je lui dis « Je ne vais pas t'acheter des bonbons aujourd'hui, mais en revanche, je vais te laisser choisir les gâteaux de ton goûter. » Donc, elle dit comme ça, il est canalisé sur « faut que je choisisse les gâteaux pour mon goûter ». C'est une bonne technique, ça. C'est une très bonne technique, oui. Inspirée de ce qu'on appelle la discipline positive, je pense. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne pas, on ne punit pas, on s'adapte aux besoins de l'enfant et à ce qu'il est capable de comprendre à son âge. Donc, l'enfant, il est capable de comprendre que je ne vais pas lui acheter de bonbons parce que c'est mauvais pour ses dents, parce que ce ne serait pas du bon parenting pour faire du franglais. Mais en revanche, je suis contente qu'il vienne avec moi, qu'il accepte quand même que j'aille faire des courses alors qu'il préférait que je reste avec lui. Et donc, je lui rapporte les gâteaux qu'il veut pour son goûter. Ça fait passer le temps beaucoup plus facilement. Alors, exactement. Autre exemple, Louise qui nous dit une amie m'a dit une fois lorsque ma petite m'a piqué une crise, pourquoi ne lui aménages-tu pas un endroit de retour au calme avec nounours, coussins et des feuilles et des crayons pour qu'elle puisse dessiner sa colère et s'apaiser plutôt que de l'envoyer au coin comme j'ai tendance à le faire. Alors j'avoue que j'ai pas encore essayé. Mais bon, est-ce qu'à votre avis, ça peut marcher? Une zone de calme. C'est aussi une super stratégie parce que, encore une fois, la colère de la petite fille, elle veut dire quelque chose. On ne doit pas la punir parce qu'elle est en colère,
on fait ce qu'on peut, hein, mais idéalement, il ne faut pas lui faire croire que son comportement, elle n'a pas le droit de l'avoir. Au contraire, on va essayer de lui permettre d'évoluer, d'apprendre quelque chose de sa colère. Et donc, le fait de d'abord apprendre à se calmer et puis d'écrire sur sa colère, à la fin, on va pouvoir en discuter et comprendre qu'est-ce qui l'a mise en colère. Donc, c'est super. Voilà, alors une maman qui a des soucis, c'est Maria. Elle dit: il m'arrive encore de ne pas arriver à maîtriser mes propres émotions ou colères. Alors avec mes enfants, sincèrement, je ne vois vraiment pas comment je peux le faire. Ouais. Bon. C'est pas toujours facile en même temps. C'est pas toujours facile, mais c'est ça ce qui est compliqué dans la parentalité en fait, c'est d'avoir géré sa propre histoire avant que nos enfants nous la réactivent en permanence. En effet, savoir se très, connaître très avant d'essayer de réagir aux émotions de l'enfant et pas à ses propres émotions. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eugénie. Et puis j'ai Xavier encore, hein, parce que je voulais quand même terminer par le papa qui nous a écrit. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. Vous allez penser que je ne pense qu'à nous, les femmes. Xavier nous a envoyé un petit mail pour nous dire que sa deuxième fille a 6 ans et demi et la moindre contrariété dégénère en colère, même quand les choses lui sont expliquées en amont, même quand on prend le temps de la canaliser. C'est parfois synonyme de coup de pied, de coup de poing. Le câlin, c'est impossible. Elle envoie tout valser. Elle veut tout faire selon son envie en toutes circonstances. C'est un appel à l'aide, là, un petit peu, Eugénie, que vous lance Xavier. Ouais. Alors moi, je lui conseillerais d'aller bouquiner un peu sur justement les approches comme la discipline positive qui vont donner un peu des outils pour s'adapter aux besoins. Donc ne pas, c'est une enfant qui a certainement un tempérament assez affirmé, et donc elle veut pas qu'on lui impose les choses. Il faut lui proposer des options pour que ce soit elle qui décide, mais dans nos termes, en fait. C'est ça qui est difficile pour le parent, ça va être que ce soit ses conditions, mais qu'en même temps, l'enfant se sente respecté. Ouais. C'est un vrai exercice, ça. Il y a du boulot, quoi. Merci beaucoup, Eugénie. Xavier, on retrousse les manches. Merci, Eugénie. Merci, Enzo. Allez, on se retrouve dans un instant. On continue, on va parler des alpagas, vous allez voir dans quelques minutes. Ces jolis petits alpagas du côté de Saumont, à côté de la Capelle. En attendant, on rejoint Gontran, notre alpaga à nous, en même temps, à Comines-Warneton. On est au musée de la Rubannerie avec lui. Oui, Thibaut, on est toujours ici au musée de la Rubannerie cominoise. Je suis en compagnie d'André Verschcave. Lui, c'est un ancien ouvrier textile. Regardez, il va réparer le fil. Regardez, attention, ça prend quelques secondes. Le petit coup, voilà. Et là, André, bonjour déjà. Vous êtes un ancien ouvrier textile, 44 ans dans le métier. Ça arrivait souvent, ce genre de petite panne? Ça pouvait arriver quand on avait du mauvais fil. Ah bah oui, effectivement. Parce que c'est une forte tension. Du coup, c'est un geste qu'on apprend sur le tas, j'imagine. Oui. Il n'y a pas d'école pour apprendre ça? Non. C'est quoi la difficulté? C'est quoi la difficulté du geste là, que vous réalisez? C'est repiquer le fil dans le roue. Alors attention, on va redémarrer la machine. Et c'est reparti. Et après, au résultat final, on ne le voit pas, le nœud sur le ruban. C'est totalement invisible. Ouais, presque pas, on voit une petite boulette. Comment ça s'appelle ça? Une épeule. Une épeule. D'ailleurs, je crois qu'il y a un quartier à Roubaix, hein, c'est ça? Qui porte ce nom. C'est bien le témoignage. En bon françois, en bon français, on appelle ça une canette, si je ne dis pas d'erreur. Mais voilà, ici, on est à Comines, on est dans le Nord, on est dans les Hauts-de-France. Enfin, on n'est pas dans les Hauts-de-France, on est tout près. On appelle ça une épeule. Merci beaucoup, André. Si vous aussi vous souhaitez voir André, eh ben, il est là tous les jours parce que c'est un peu votre drogue, hein, le textile. Vous n'avez pas pu vous arrêter? Non. Non. Puis vous voyez, à interviewer, c'est pas évident. On l'appelle le capitaine Crochet parce qu'il a toujours son crochet dans la bouche. Merci, André. Allez, on le laisse tranquille. On va continuer. On va retrouver Olivier Clincmaillier. Bonjour, Olivier. Oui, Gontran. Alors là, pour finir l'émission, je voulais que vous nous montriez cette machine. Tout au long de l'histoire du textile, tout au long de l'histoire du métier à tisser, il y a des avancées technologiques, des caps technologiques qui sont passés. Oui. Cette machine, c'est l'illustration parfaite de ça. Ah oui, tout à fait. Je voulais la faire démarrer. Elle exécute ce qu'on appelle la danse des navettes. C'est une machine qui a été inventée par Louis Masson au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Louis Masson, il est d'ici, hein, il est de Comines. D'ici. C'est un rubanier et un ébéniste. Et ça lui a permis de doubler la production en chassant la navette selon un motif à demi-lune et non plus selon une course parallèle. Ça veut dire que
Auparavant, pour réaliser les mêmes rubans, il aurait fallu une machine 2 fois plus large. Voilà, 2 fois plus large, absolument. Ou avec 2 étages de navettes, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on va peut-être arrêter, ça fait du bruit, parce qu'après on s'entend plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas n'importe quelle époque. On est après la Première Guerre mondiale. Tout à fait. C'est un malin maçon. Ah, c'est un très malin. Parce qu'il invente, mais il copie un peu. Voilà. Il s'est rendu compte qu'effectivement, certains bâtis allemands n'étaient pas marque déposée pour le reste de l'Europe. Il en a fait un surmoulage et il les a revendus dans le monde entier. Parce que les Allemands étaient une nation importante de la fabrication des machines. Et eux, Deutsche Qualität, voilà. Ils avaient pensé à la fonte. À la fonte. Ce qui ne se faisait pas ici. Non, on avait des bâtis qui étaient essentiellement en bois, quelques petites pièces en fonte, mais le gros du bâti, comme ce métier de 1850-60, était essentiellement en bois. Bon, alors vraiment une belle avancée technologique. Merci Absolument. À Louis Masson et à ces 2001. Allez, on va finir cette séquence avec une autre partie du ruban à laquelle on ne pense pas souvent. Voilà. Hop, la tresse. Glisser là pour qu'on voit bien. Ouais. C'est le tressage des lacets. Absolument. Parce qu'un lacet, c'est un ruban. Un lacet, c'est un ruban, effectivement. C'est une tresse, mais c'est un ruban. On a toujours fait du lacet aussi à Comines ou ça arrive plus tard? Oui. On a au départ des petits lacets qui servaient, qu'on appelle les jaconasses, et qui servaient tout simplement à emballer les paquets cadeaux. Et puis, on a fait les lacets de chaussures. Et on a même été plus loin que ça, puisque savez-vous ce que c'est que... attendez, parce qu'avant de montrer celui-là, il me grille mes surprises. Oui. Voilà. Je vous en montre un autre parce que, regardez à l'image. Alors on a vu le petit, on a vu le moyen, là on a le plat, qui fait quoi, un petit centimètre de largeur? Oui, absolument. Voilà, on va arrêter parce que l'on ne s'entend pas. Mais regardez un peu. Alors lui, celui-là, c'est du lourd. Et celui-là... Celui-là, il est très français. Enfin, il est belge parce qu'il vient de Comines, mais il sert à la France. Absolument. Celui-là, il sert à quoi, Olivier? Alors, c'est un morceau d'amarre du porte-avions Charles de Gaulle. Donc, quand il est à Toulon, vous pouvez le voir, il emploie cet amarre qui a été réalisé chez Cousin Trestec à Verviers-Sud, ici, sur l'entité de Comines France. Et puis alors, il a voulu me griller ma surprise. Voilà. On va finir parce qu'il y a encore plus gros. Il y a encore plus gros. Regardez-moi ce beau bébé. Ah oui. Alors lui, il est énorme. Et lui, c'est pas un lacet de chaussures. Il sert à quoi, lui, Olivier? Alors lui, il sert à amarrer une plateforme de forage pétrolier. Ah oui, forcément. Et paradoxalement, c'est pas de la chaîne métallique. Non, absolument pas. Donc on est vraiment là dans des matières qui allient à la fois polypropylène, etc., donc des fibres contemporaines, mais on peut très bien aussi employer des fibres traditionnelles comme le lin. Ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que dans les chaussures de pompiers, eh bien, les semelles sont cousues avec un fil de lin qui est fabriqué ici à Comines, parce que c'est une matière qui brûle beaucoup moins vite qu'une autre. Et comme quoi, même avec les vieilles matières, on réussit encore à faire des produits modernes. Absolument. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir fait découvrir ce musée. On vous retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin, ici toujours à Comines, Warneton. Merci beaucoup, Gontran. On file maintenant en tirage par les... Je n'ai pas fait exprès, mais de filature, justement, avec les alpagas. Ce sont ces mini-lamas qui se trouvent là-bas, à côté de la Capelle, précisément à Saumeron. Vous allez voir, ces alpagas, ils ont une bouille toute mignonne, toute ronde, toute adorable. Mais en ce moment, ils ont bien chaud parce qu'il fait froid dehors, donc leur laine, en ce moment, elle les protège du froid. Et s'il y en a une qui les aime plus que toutes, c'est Brigitte, justement. Elle s'en occupe comme de véritables petits-enfants, vous allez voir. C'est cette rencontre, sans commentaire encore une fois. Extrait des Gens des Hauts, présenté par Camille le dimanche midi. Les alpagas de Saumeron, regardez. Bienvenue dans mon élevage d'alpagas à la ferme de la Cour Farou. Voilà, donc les alpagas, à l'origine, c'est le Pérou. Donc ils vivent sur les hauts plateaux du Pérou, au moins à 4500 mètres d'altitude. Sur les hauts plateaux du Pérou, il fait froid, mais avec leur toison qui fait au moins 15 cm, ils n'ont pas froid. Par contre, ici, la tonte se fait au mois de mai, quand les beaux jours arrivent, parce que là, ils ne supportent pas du tout la chaleur. Vous avez 3 sortes de couleurs de toison d'alpaga. Donc là, c'est une couleur rose-grès. C'est très rare chez l'alpaga. Là, vous avez du blanc, blanc-beige. Et puis après, là, c'est une couleur braune, c'est-à-dire marron foncé. On ne les brosse jamais. Parce que si vous les brossez, vous cassez la fibre. Et puis ensuite, on les amène dans une filature et puis on les transforme en pelote de laine. Ma toison, moi, je la donne à la filature de la vallée des Saules, qui se trouve à Saulzoard, près de Cambrai. Maïka, viens, ma belle, viens. Allez, venez là. Allez. Non, pas dans mon seau. Doucement. Voilà. Chut. Oui, ma belle, oui. Le lama est beaucoup plus grand que l'alpaga.
La toison est différente aussi parce que l'alpaga, sa toison est beaucoup plus belle. La différence est sur la qualité de la finesse. Allez, on y va. Doucement, doucement. On est allé dans un élevage qui se trouve dans l'Est voir ce troupeau d'alpagas. Et puis là, il y avait plein de petits qui couraient dans la pâture et bien, on est tombé amoureux, quoi. C'était vraiment un coup de cœur et 3 semaines après, on avait acheté 2 alpagas. Et là, nous en avons une vingtaine. La naissance, ça va très bien. La femelle fait son petit debout, toute seule, il faut la laisser faire. Bien sûr, on voit s'il n'y a pas les petites pattes qui arrivent, bien sûr, il faut aller l'aider. Hein. Mais généralement, ça se fait tout seul. Mon plus beau souvenir, c'est la petite Karma qui est née. Et c'est une petite Appaloosa, c'est-à-dire une petite femelle qui a des taches et qui est très, très, très rare. Bon, la naissance a été un peu difficile parce qu'elle est née 3 semaines avant. Et elle était très faible, donc il a fallu, moi j'ai dû traire la maman pour lui donner le premier lait qui est le colostrum, hein, pour être immunisée contre les maladies. C'était une petite femelle qui a failli mourir, et donc c'est Karma. Maintenant, moi je suis en retraite, et voilà, les alpagas, c'est vraiment une passion. Anso, quelle belle émission, mais oui. Comme on est le 5 décembre, je me dis qu'on se rapproche encore de plus en plus de Noël, et vous êtes de plus en plus vous nombreux. Vous en rêvez de vos pulls moches, vous, hein? Ah ouais, moi je veux du pull moche. Hein. Envoyez-nous du pull moche, ici directement à France 3, à Amiens, 25 rue Roger Martin du Gard. N'hésitez pas à nous envoyer votre pull moche à ma taille, hein. Je le mets, et on présente la dernière semaine de l'émission avec ce fameux pull moche, horrible, moche de Noël, mais qu'on aime tant parce que Noël approche à grands pas. Mais il y a quelques photos aussi de Noël. Non, mais ce qui est bien, c'est ce qui sera dans le pull moche sera très très joli, donc voilà, ça va compenser. Allez, j'ai quelques photos. Allez, petite photo révélatrice de ce qui se passe en coulisses pendant que Thibaut et moi, nous vous parlons chaque matin. Eh bien, regardez, vous avez Laurent qui est en fait notre cadreur, hein, on appelle ça, nous dans notre jargon, notre OPV, opérateur de prise de vue. Et donc, on a des petites caméras robots qui sont pilotées par un bonhomme qui est derrière et qui fait youhou, yes, c'est bon. Le voleur d'images. Voilà, le voleur d'images. Et puis, on se rapproche de Noël. La preuve avec ce petit cliché envoyé par Delphine. Regardez comme c'est mignon, on a hâte. Alors, eh ben, j'espère que maman a acheté le bonnet de Noël et la barbe hein, pour son enfant. Hein. On verra bien. Hein. Je le connais celui-là. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos photos de Noël. Allez, de toute façon, c'est la thématique au mois de décembre. Hein. Les pulls, les bonnets, les décorations des maisons. Ce serait pas mal aussi, ça, les plus belles photos des décorations. Comme les rois de maison de Noël. N'hésitez pas à nous envoyer tout cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, merci Anne-Sophie aussi d'avoir été encore une fois avec nous. On se retrouve demain, bien évidemment. On va aller dire au revoir à Gontran. Merci Gontran pour cette belle émission enrubannée avec vous. Voilà, on ne pouvait pas finir cette émission sans vous montrer ce ruban aux couleurs et au nom de la rubannerie cominoise, le musée de la rubannerie ici à Comines-Warneton. Olivier, merci de nous avoir accueillis. Les horaires d'ouverture pour les téléspectateurs qui souhaitent intéresser. Oui, c'est pas compliqué. On est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30. Et puis à partir du mois de mai, il y aura une visite le samedi à 15h et une visite le dimanche matin à 10h30. Pour les groupes, c'est toute l'année sur réservation. Et ben voilà, puis alors évidemment, il y a un site internet, vous tapez la rubannerie cominoise sur internet, sur les moteurs de recherche, vous trouverez. Oui. Et parmi les rubans, regardez, vous aurez même le droit de découvrir, parce que c'est un ruban. Absolument. Le zip ou fermeture éclair, c'est le plus grand du monde celui-là. C'est le plus grand du monde. Il n'est pas homologué parce que la personne qui nous a fait la maquette n'est pas rubanier, mais menuisier. Mais voilà, c'est la plus grande. Eh ben écoutez, venez découvrir ça. Olivier, merci. Je vous en prie, Gontran. Merci, puis à bientôt. À bientôt au musée de la rubannerie. Merci beaucoup, Gontran, pour cette belle émission au cœur de ce musée de la rubannerie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle le concours des pulls moches. N'hésitez pas à nous les envoyer et à communiquer aussi avec nous sur 9h50hdf@francetv.fr. Il me reste quelques secondes juste pour vous dire que dans un instant, c'est Vous êtes formidable avec Virginie Demange. Rendez-vous demain à 9h50. Merci à tous.